Hop, et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la magie. Bienvenue mesdames et messieurs dans le chat évidemment. Aujourd'hui, on est avec Elisheva, Margot et Elisa. Dites bonjour, vous pouvez dire bonjour aussi à l'oral. Bonjour. Et je vais vous présenter un peu Hello. le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc avant de commencer, nous aurons comme d'habitude notre petit moment de chat. Mais aujourd'hui, nous aurons un Quoi de neuf où je vais vous présenter un atelier qui est tenu par quelques-uns de mes amis dans l'ésotérique. Ensuite, nous aurons le coup de cœur avec Elisa sur l'exposition de la chasse aux sorcières en Alsace, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Après, nous avons Dans les pas des anciens avec moi-même et je vous parlerai de mon dieu patron qui est Ogma. Ensuite, Inspiration du jour avec Elisheva qui parlera de l'oracle du messager. Dans Pratique, nous aurons Margot qui va nous présenter l'astromapping. Et ensuite, nous aurons notre météo astro zoom dans l'espace avec Margot. Et on finira par notre cultissime question pas si con qui sera présentée par moi mais écrit comme d'habitude par Chimie alias Chroniqueur Bisou qui sera sur les créatures mythiques. Donc du coup, bonjour à tous, comment allez-vous ? Est-ce que votre petit week-end se passe bien ? Est-ce que vous êtes en vacances ? Est-ce que vous préparez la rentrée ? Dites-nous tout pendant que j'explique un petit peu les nouveautés de l'émission. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous n'avons pas de thème d'émission. Nous arrêtons les thèmes pour faire en sorte que les chroniqueurs soient libres de leur expression artistique et de leurs envies sur la chaîne. Comme ça évite les pannes d'inspiration par rapport au thème. Donc chacun écrit des choses en fonction de ce qu'il a envie de dire. Donc vous aurez à chaque fois sur Instagram le récapitulatif du programme des émissions à venir. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir que cette semaine, le post lié à l'émission d'aujourd'hui récapitulait tous les points et les sujets qu'on allait voir aujourd'hui. Et bonjour Izyanagi, comment vas-tu ? Bonjour Akanechi Haru, bonjour Yue Drift, j'ai failli dire Drift. Et évidemment tous ceux qui sont en lurk derrière. Le lurk c'est quand on ne parle pas dans le chat mais qu'on est soit en écoute, soit loin du stream. Ça peut aussi aider les streams. Et si vous écoutez notre émission en travaillant ou en faisant autre chose, bienvenue aussi à vous. Bonjour Fleur de Nuages. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce qu'en ce moment c'est canicule, même si il a plu par chez moi, du moins. Je ne sais pas si par chez vous, chroniqueuse qui m'accompagnait, il y a eu un peu de pluie en ce moment, non ? Non, pas encore, on croise les doigts pour ce soir chez moi. Moi, il vient tout juste de pleuvoir. Pareil. Oui. Mais pareil. Mais ça n'a pas suffi. Chez moi, il fait encore 31 degrés. Ah, le temps commence à tourner du côté de chez Akenechi Haru. Désolé si j'ai du mal à lire les pseudos un peu longs. C'est pas évident même avec les lunettes. Envoyez un ou deux petits nuages en Belgique s'il vous plaît. Ah, Adwin, bah, t'as choisi d'être en Belgique ou peut-être pas. Si t'es né là-bas, c'est la fatalité, Adwin, comme on dit. Dis juste Aka. Ok, parce qu'en fait, j'ai aussi un pote qui s'appelle Arka. Et du coup, j'avais pas envie de dire Aka parce que Aka, Arka, c'est un peu similaire. Aussi, nouveauté, ça je vous le représenterai en fin de stream. Vous avez en dessous du stream un petit panneau FAQ sur lequel vous pouvez cliquer qui envoie directement à l'adresse mail de l'émission. Et c'est fait pour une prochaine chronique qu'on va appeler les questions de la communauté pour que vous puissiez nous poser vos questions, que ce soit par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux chroniqueurs individuellement, par rapport à une pratique, par rapport à un événement ésotérique. Tout est expliqué en dessous du panneau. Et vous pouvez poser vos questions soit en donnant un pseudo que l'on donnera en live pour communiquer avec vous, soit de façon anonyme. Si vous n'avez pas envie de donner de pseudo, vous écrivez anonyme dans le message et nous on ne dira pas, on dira c'est d'un viewer anonyme. Et on répondra à vos questions dans la limite de notre possible, évidemment. Donc du coup, tout ça dit, je vous propose de passer sur le quoi de neuf avec moi. Hop là. Touk. Touk. Voilà. Et aujourd'hui, dans le quoi de neuf, je vais
vous parler d'un atelier. J'ai eu j'ai vu l'annonce hier de l'atelier sur un serveur Discord. C'est le serveur Discord de Archaos. Pour ceux, voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas de Archaos et qui est aidé par Louernos. Donc là, vous avez l'Instagram de ce côté-là de Louernos qui est juste en dessous. Donc du coup, qui lui est druidisant. Donc dans le même ordre druidique que moi. Et Archaos, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller suivre sa chaîne YouTube qui a commencé, je crois, il y a quelques mois. J'en avais parlé dans la première émission de la magie. Et qui est spécialisé art, enfin pas art de la magie, mais comment dire, de la magie en général, de sa théorie. Il connaît énormément de choses aussi sur tout ce qui est les ordres initiatiques, sur évidemment la magie du chaos, parce que art, chaos, art de la magie, et chaos aussi, magie du chaos. Et du coup, demain, ils vont présenter cette petite émission, ce petit atelier sur le serveur Discord de Archaos. Donc, je vais vous lire un petit peu le programme. Je retourne dessus parce que moi, j'arrive pas très bien à lire dans le retour. Hop, hop, hop. Donc, au programme de l'atelier qui se déroule le 18 août. Donc, sur le serveur, je vous donnerai les liens après tout à l'heure. Vous aurez une partie sur les cultes à mystère et initiation aux sources des sociétés secrètes et écoles initiatiques, suivi des principaux courants spirituels et leurs influences, pour continuer avec la franc-maçonnerie et les ordres initiatiques, puis le tournant du 19e siècle, syncrétisme New Age et magie du chaos. Sur le parvis du temps, comment intègre-t-on un ordre initiatique? Sur le seuil, l'initiation ou comment se fait l'entrée dans un ordre initiatique? Derrière le voile, que fait-on dans un ordre initiatique? Et ensuite, une partie dédiée aux questions. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans l'atelier du 18 août. Hop, je retourne sur mon... Voilà. Et je vais vous passer les liens. Hop, que j'ai trouvé. Donc vous avez, hop là, voilà, vous avez le lien de la chaîne Archaos, le lien de l'insta de Louernos et l'invitation Discord pour rejoindre le Discord où va se dérouler cet atelier, du coup tenu par Arca de la chaîne Archaos et de Louernos qui est dans un ordre druidique, je le rappelle. Voilà pour le quad 9. Hop. Hop. Ah, j'ai pas mis la transition en marche, mais c'est pas grave. Voilà, voici pour le quad 9. Donc, si cet atelier vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'Archaos et du coup de vous présenter à ce petit atelier qui a l'air fort sympathique et bien centré autour de l'initiation et des ordres et un petit peu d'histoire et de théorie. Voilà pour mon quad 9. Est-ce qu'il y en a parmi vous dans le chat qui comptent assister à cet atelier? Moi, personnellement, je me tâte un peu parce que je sais pas ce que je fais le 18. C'est un jeudi, donc normalement je peux. Si les dieux le veulent, comme j'ai l'habitude de dire. Hop, qu'est-ce que vous pensez de ce petit atelier chroniqueuse? Alors du coup, moi je trouve ça hyper intéressant, mais de mon côté, je ne serai absolument pas disponible. Ah, tristesse. Mais je trouve ça hyper intéressant et c'est bien de pouvoir faire ce genre d'atelier où plusieurs personnes peuvent venir et du coup s'instruire. Oui, je trouve que c'est bien et surtout le faire sous forme d'atelier et pas forcément sous forme de conférence. Je sais pas, il y a Oui. une heure pour l'atelier, alors attends. Que je ressorte mon image. Je crois que ça va être le soir, mais je crois que sur l'annonce... Ouais, sur l'annonce, il n'y a pas écrit d'heure. Attends, pour aller regarder l'heure, je vais faire un truc. Et je vais retourner vite fait sur la chronique quad 9. Pour pas voir que je décale vos têtes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une heure à cet atelier? Tac, tac, tac. Ce sera à 21h30. L'atelier sera à 21h30. Donc c'est le soir.
Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à y aller. Je pense qu'il va pas durer jusqu'à 23h. Ah, vous voyez, ça a décalé. C'était pour vous empêcher de voir ça. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Ok, merci, je vais y réfléchir. Eh bien, au plaisir peut-être de t'y croiser à K. Je vous propose du coup de continuer avec notre coup de cœur du jour qui va nous présenter l'expo de la chasse aux sorcières. Donc je te laisse la main. Elisa, c'est à toi. Oui, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une exposition aussi incroyable que bouleversante. Comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis alsacienne et j'ai eu l'occasion d'accueillir Margot, votre fidèle astrologue, le temps d'un week-end. Et quoi de mieux entre sorcières que d'aller en apprendre davantage sur notre histoire? Donc nous sommes allés à Bergheim, une commune au centre du vignoble alsacien, pour visiter la maison des sorcières. La maison des sorcières est un lieu de mémoire. Il n'a pas pour vocation de porter un jugement sur les événements, ce qui nous semblait à première vue difficile, voire déplacé, mais qui finalement s'est révélé très appréciable. Dans cette maison s'enchaînent pièce après pièce des textes, des gravures, des courtes vidéos, des archives, des maquettes et des objets en lien avec l'histoire, celle des femmes dont la tranquillité et la sérénité n'ont jamais été au programme. L'exposition se scinde en 2 étages. Le rez-de-chaussée expose la situation de l'Alsace entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'organisation du territoire alsacien, et plus particulièrement celui des alentours de Bergheim, ainsi que les événements traumatiques qui sont survenus durant cette période, entraînant dans leur sillage la peur, la méfiance et la mort. Donc en gros, vraiment tout ce qui explique que les gens ont décidé de sacrifier des femmes pour des raisons X ou Y, globalement. Même si ça exclut rien, c'était un peu poser le décor de l'époque. Et à l'étage, il y a toute l'exposition qui continue sur les procès, les accusés, les croyances de cette époque, la condition des femmes, les horreurs commises au nom de l'église, de la bêtise et de la peur. Donc pareil, on a vu, il y avait des tableaux avec le nom des accusés, où j'ai d'ailleurs pu trouver quelques membres de ma famille, probablement, donc je vais aller creuser sur ce terrain-là incessamment sous peu. Mais où c'était vraiment, vraiment touchant. Et comme souvent, les moments peu reluisants de l'histoire se retrouvent balayés sous le tapis. C'est pourquoi les Bergheimois ont eu à cœur d'effectuer ce travail de mémoire, sensibiliser sur les exclusions et les intolérances, et éviter que l'histoire ne se répète. Chaque année, ils effectuent une pièce de théâtre commémorative à la mémoire des femmes condamnées, dont la première partie est très sombre et retrace les procès, et la deuxième partie est très joyeuse, très colorée et festive pour conjurer le sort et ne plus répéter l'histoire. L'entrée s'élève à 3 € par personne, ce qui est vraiment plus qu'abordable. On a pris à peu près 1 heure pour faire le tour de toute l'exposition, en prenant le temps de vraiment tout lire, tout ce qui était présenté, de regarder toutes les gravures. Je vais pas vous mentir, l'exposition est vraiment intense. On est sorti complètement sonné par l'énergie des lieux, par les histoires sombres, par la révolte aussi qui naissait à l'intérieur de nous. Néanmoins, aussi bouleversante soit-elle, si vous avez l'occasion de visiter ma belle région qu'est l'Alsace, n'hésitez pas à passer y faire un tour parce que je trouve que c'est important de se renseigner sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y en a eu dans vos régions aussi, mais en tout cas, moi je pensais pas que c'était à ce point-là. En tout cas, c'est tellement caché et tabou qu'on en voit rarement des données aussi précises, des chiffres, etc. Donc même si on n'était pas en grande forme en sortant, je suis contente d'avoir pu prendre conscience de tout ce qui s'était passé autour de chez moi. Donc voilà. Eh ben merci de nous avoir parlé de cette exposition. C'est vrai que je suis passé plusieurs fois par l'Alsace parce que j'ai mes grands-parents qui sont dans les Vosges. Donc du coup, parfois on y va dans une ville où il y a un grand magasin de déco de Noël et un grand magasin de sorcières de chiffon. Mais je suis jamais allé voir l'exposition. C'est plus côté Vosges ou plus côté Allemagne? C'est en plein milieu de la plaine d'Alsace. C'est ni l'un ni l'autre, c'est au milieu. C'est ni l'un ni l'autre. Et ben, Mais c'est pas très loin d'un spa, donc ça nous a permis de bien nous détendre en sortant de l'exposition, et ça c'était top. Ça, c'est le bon programme, tu sais, tu vas voir l'exposition, hop, un spa. Je recommande ce programme, hein, il était plutôt bien orchestré.
Puis ça fait du bien avec l'eau, Exact. tu fais s'en aller C'est ça. les mauvaises énergies, les mauvaises pensées. Hop. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu, enfin qu'on n'ait pas plus de photos, mais je pense que nos spectateurs pourraient, enfin peuvent aller voir des photos déjà sur internet pour. Ben, sur le coup, j'avais pas pensé à prendre de photos parce que j'étais à fond dedans et je me suis dit, bah, je vais en trouver sur Internet et pas tant que ça. Donc, Mince. faut aller la voir. Voilà, il faut aller en Alsace pour aller visiter l'exposition de la chasse aux sorcières. Et évidemment, le Oui. travail de mémoire, c'est toujours quelque chose d'important, qu'importe l'histoire aussi. Parce que souvent, on met en avant les grandes guerres ou ce genre de choses, et puis on met un petit peu en flou ce qui n'est pas important pour, entre guillemets, l'État, ou pour l'histoire avec un grand H. Mais au final, ça fait quand même partie de notre histoire, et je trouve ça dommage qu'il y ait principalement que les polythéistes actuels qui s'en soucient en fait. Et puis ça, et puis quand on voit qu'on arrive à régresser sur certains droits humains, on se dit, bon, peut-être on va éviter de retourner trop 400 ans en arrière. Petit, Si je petit peux tips. éviter de brûler, moi ça me va. Oui. Ah, en plus, nous on est mal lotis, hein. Oh là là. Je pense pas qu'il y en a un seul d'entre nous qui arriverait à survivre au bûcher. Ça va Spectateur, être compliqué. dans le chat, levez la main si vous pensez survivre au bûcher. Ouais, il va y avoir aucune main levée. Ça va baisser les mains comme ça. Ah, peut-être Adwin, je sais pas. Adwin, s'il est encore là. Peut-être parce que lui, il pratique pas. Il regarde par intérêt parce que je le connais un peu. Donc peut-être que lui pourrait s'en sortir. Il nous regardera brûler sur les bûchers. Mais nous, le En reste. live Twitch. Ouais, voilà, en live Twitch, bûcher, en live Twitch, de la magie, let's go. Hop. Si tu survis, n'hésite pas à faire un petit travail de mémoire. Hein. On Ouais, sait jamais. tu affiches nos noms, nos pseudos et tout. Et dans tes lives, tu nous dis à nos amis partis trop tôt, tout ça, quoi. On sera là pour t'aider derrière en mode fantôme. Hop, bon, pour la suite, je vous propose de passer avec moi pour que je vous parle de mon dieu patron. Hop là. Oui, sans transition, hein, parce que j'ai fait. J'ai pas dit et maintenant, oh là là, on ferme le sujet. J'ai dit hop, on y va. J'avais envie d'en parler. Donc, Ogma. Ogma, qui est un dieu celte qui se retrouve dans, je crois, à peu près tous les panthéons celtes sous différents noms. Donc, moi, je dis Ogma, mais il existe aussi sous le nom de Ogmé ou Ogmios. On le connaît beaucoup sous Ogma en Irlande et Ogmios en Gaule. Donc lui, c'est une divinité que j'ai connue par rapport à ma pratique personnelle de la dévotion. Et comme toutes les autres divinités du panthéon celte, on a très peu de réelles informations sur lui. Donc les informations que je vais vous donner, c'est pas par rapport à la mythologie irlandaise, parce que la mythologie irlandaise, ce serait plutôt dans la chronique Il était une fois. Là, je vais vous parler du dieu, comment il est et comment je le perçois à travers ma dévotion et évidemment ses attributs qu'on a retrouvés. Donc parmi ces attributs, c'est le dieu de l'éloquence, donc de la parole, du verbe aussi, de la poésie et du chant. En fait, tout ce qui touche à la parole et à comment la parole peut affecter les autres, Ogma, il est dans le game, il est là. Donc tout ce qui est biais cognitif, ça marche aussi, puisque le biais cognitif, enfin certains biais cognitifs se basent sur des formes d'éloquence. Donc ça peut aussi passer par la manipulation, par la démagogie, ou tout simplement par la... pas par la pensée positive, mais la parole positive, par exemple, quand on met en avant une façon de dire positive des choses, c'est une construction de langage. Donc à chaque fois que le langage apparaît, c'est qu'il y a Ogma un peu derrière. On a aussi des traces de lui où ce serait le dieu de la guerre. Mais comme on le sait, les religions évoluent avec le temps. Enfin, pour la plupart, du moins chez les polythéistes, on évolue avec le temps. Et comme on n'a pas forcément besoin de grandes divinités de guerre, parce qu'on se fait plus tant que ça la guerre, enfin pas comme à l'époque des Celtes par exemple, et ben on transforme un peu les divinités, et puis même ces divinités aussi s'adaptent. Donc du coup,
on a des formes de lui en mode dieu de la guerre, mais actuellement, pour moi, de ce que je ressens, il a un peu perdu cet attribut-là, dans le sens où il ne s'en sert plus et personne ne le prie plus pour la guerre. On le prie, je ne sais pas si je suis la seule personne sur Terre à le prier, mais au moins je le prie pour la parole, pour l'éloquence, et aussi pour l'Awen, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc en termes de dévotion, il faut savoir que la dévotion, ça dépend de chaque divinité. Si vous avez une divinité de la guerre, vous n'allez pas la prier ou avoir une dévotion qui sera la même que si vous avez une divinité de l'art. Et là, Ogma, c'est un petit peu entre les deux, mais comme il est axé sur la parole, j'axe ma dévotion essentiellement sur la parole et sur comment aussi échanger avec les autres ou donner mon apprentissage des choses. Parce que transmettre par les mots, c'est aussi l'utilisation de la parole. Donc Ogma aussi peut être salué ou prié par la transmission. Par exemple, rien que le fait que je fasse cette chronique est une sorte de dévotion à Ogma, puisque je parle d'Ogma à des gens qui ne le connaissent pas forcément. Donc je transmets un savoir et en plus c'est sur lui. Donc du coup, c'est pratique. Donc moi, la dévotion avec Ogma, je l'axe beaucoup sur des prières, sur des chants, sur l'écriture de poésie. Donc en fait, mon travail de barde est accompagné d'Ogma. Parce qu'il faut savoir que quand, par exemple, dans l'église monothéiste, quand les gens sont prêtres, ils sont accompagnés ou en relation avec leur Dieu unique. Et quand on fait une dévotion en polythéisme, on est pareillement en relation, mais avec soit un dieu, soit plusieurs dieux, ça dépend des gens. Moi, c'est juste Ogma, il y en a qui en ont plusieurs. Et du coup, on est un peu suivi par cette divinité et c'est elle qui va nous inspirer. D'où l'Awen. Et là, du coup, je vais vous parler un peu de l'Awen. J'en avais parlé dans une émission où je décrivais l'histoire de Taliesin, me semble-t-il. L'Awen, c'est l'inspiration en fait. Le mot celtique veut dire inspiration parce que c'est du gaélique irlandais, le mot Awen. Et dans l'inspiration, on retrouve un peu le même système, le même concept que l'illumination ou l'apprentissage, le savoir absolu, ce genre de choses. Et Ogma peut aider à apporter l'Awen, ou du moins être inspiré pour trouver l'Awen, parce qu'on trouve l'Awen par l'inspiration. Donc par ça aussi, il devient un peu une divinité reliée au savoir. D'ailleurs, je vais vous montrer certaines de ces représentations. Il faut que je retourne là-dessus, dans mon petit truc. Non, c'est pas celui-là. Je cherche juste mon diaporama. Voilà, il est là. Donc ça, c'est une représentation d'Ogma de ce que vous avez depuis tout à l'heure. Donc un dieu un peu vieillissant avec une longue barbe et surtout avec sa langue qui est reliée à d'autres personnes. Alors c'est plus probant sur cette image-là où on voit vraiment qu'il a des gens pendus à sa langue. Et c'est une des représentations qu'on peut retrouver aussi dans la série Camelot. Dans Camelot, le roi Arthur a un médaillon avec Ogma dessus. Je crois que lui, il l'appelle Ogmios ou Ogmé, je sais plus. Je sais déjà que c'est pas Ogma. Mais on voit du coup, il y a la tête au milieu et la langue qui fait comme des petits serpents autour et qui va se relier à d'autres personnes. Donc c'est vraiment l'utilisation de la langue sur les autres. C'est pas juste on dit des paroles pour dire des paroles. C'est on se rend compte avec Ogma que la parole, c'est être lié entre personnes qui se comprennent. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est représenté comme ça. Et d'ailleurs, sur cette représentation-là, on peut le voir accompagné d'une espèce de masse en bois. Sauf qu'au vu de certaines choses qu'on a retrouvées, on va plutôt le représenter comme ça, avec une épée, parce qu'on a retrouvé des épées où dans le manche, il y a comme un visage qui parle, et ça aurait été des épées bénies d'Ogma, ou du moins faites en dévotion à Ogma, qui aider les guerriers celtes à combattre sur le champ de bataille, mais avec aussi l'aide de la parole. Parce qu'il faut savoir que la plume est plus forte que l'épée, c'est sûr, surtout dans notre période actuelle, moins à l'époque. Mais le langage est une arme aussi puissante que n'importe quelle épée ou n'importe quel fusil. Et on peut s'en rendre compte avec tout ce qu'on croise en politique de façon actuelle. Donc de façon générale, pour finir, ce que Ogma peut vous apporter,
c'est de l'aide et du soutien dans tout ce qui va être prise de parole. Si par exemple vous avez un examen oral à passer, vous pouvez faire un petit travail ou prier Ogma pour qu'il vous aide avec vos verbes et avec votre parole pour moins trébucher sur les mots ou choisir les mots justes ou ce genre de choses. Ou aussi influencer mais positivement quelqu'un en face si vous avez comment on dit, les trucs d'emploi là. Un rendez-vous d'embauche, voilà, un entretien d'embauche même, ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc du coup j'avais oublié le nom. Mais dès que ça va sur la parole, vous pouvez prier Ogma pour dérégler des soucis familiaux, pour faciliter la parole avec votre conjoint, votre enfant, votre animal, pourquoi pas. Mais tout ce qui touche à la parole, du coup vous pouvez aller voir Ogma si vous en avez envie. Et voilà pour la présentation de mon Dieu patron. Hop là! Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que je vous ai appris des choses, surtout? Moi, j'ai bien aimé la phrase reliée avec des gens qui se comprennent. C'est-à-dire, on ne parle pas juste pour parler, on parle pour se relier aux autres. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Ah, c'est Ogma, il est là. Il y a Fleur de Nuage qui demande: est-ce que tu as choisi de te dévouer à ce dieu ou ça t'est apparu comme une évidence? Désolé si cette question est mal polie. Mais c'est pas du tout mal poli, hein, c'est une question de curiosité. En fait, je pense que la dévotion à ce dieu a été naturelle dans le sens où je pense qu'il était déjà à attendre derrière moi quelque chose, puisque moi je suis dans le théâtre. Donc, qui dit théâtre dit forcément parole. Qui dit parole dit je vais essayer de toucher un public. Donc, du coup, mon travail de barde se passe par la poésie, mais aussi dans mon travail de comédien et d'écrivain et de metteur en scène. Il y a tellement de fois où j'aurais eu besoin de lui, sinon c'était très intéressant. Bah, ça me fait plaisir que vous ayez trouvé ça intéressant. Je bouge un peu. Ça veut dire quoi exactement dévotion dans ce cas? La dévotion, c'est quand on se dévoue à quelque chose ou à quelqu'un. Donc là, je me dévoue à Ogma. Et quand on se dévoue à un dieu, on va un peu pas être sous ses ordres, mais il va nous demander des choses. C'est-à-dire que nous, on est là pour le représenter. Parce que les dieux ne peuvent pas se représenter par eux-mêmes, ils ne sont pas physiques. Donc nous, on est là pour les représenter. Et du coup, par la poésie que je peux partager ou par le théâtre que j'écris, je représente un peu des attributs d'Ogma qui sont sur le langage et sur la parole et sur comment utiliser les bons mots. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis la sémantique quand quelqu'un utilise mal un mot. Pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, d'ailleurs, vous avez dû l'entendre plusieurs fois. Je vois, merci beaucoup pour ta réponse. Eh bien, de rien, moi ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient Ogma, le dieu Ogma, dans les chroniqueurs ou dans le chat? Non, moi je connaissais pas. Et c'était ultra Moi, intéressant, je trouve. il me semble que tu en avais déjà parlé il y a quelque temps en arrière. Et du coup, je m'étais un tout petit peu renseignée sur ce dieu-là, mais du coup, c'est très intéressant. Et dans, dans l'artistique, on va dire ça comme ça, dans la première image que tu as montrée, ce qui est, je trouve, très, pas étrange, mais un peu marrant, c'est que le dieu Ogma est représenté avec une chevelure qui peut éventuellement représenter le soleil par ses Oui, par les touffes. pétales. Oui, il avait des Voilà, touffes. Mais c'est très marrant. je crois... Alors, Lugh, c'est son frère, selon la mythologie, me semble-t-il. Et Lugh, c'est le dieu du soleil, donc j'imagine qu'il y a eu des représentations où on l'apparente aussi un peu au soleil, même si c'est pas son attribut principal. D'accord, ok. Ah, Red Fox, qui en avait vaguement entendu parler, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, parce que les dieux celtes sont un peu trop oubliés à mon goût. Ça, c'est peut-être parce que je fais partie du Panthéon aussi, quoi. Hop là. Donc, sans transition, encore une fois, je vais vous inviter à regarder notre inspiration du jour, qui est présentée par Elisheva, et elle va vous présenter un oracle. Je lance les choses dans l'ordre, et c'est bon, tu peux y aller. Ok. Bah, du coup, bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter
l'oracle du messager créé par Ravin Felan. Du coup, je vous le présente juste ici. Alors, j'ai pas eu envie de mettre des images comme mes compères, parce que j'avais envie de vous présenter du coup l'oracle comme je l'ai à présent. Surtout que Ravin Felan n'a pas fait beaucoup d'oracles ni de tarot. Elle en a fait au total 3, il me semble. Donc celui-ci, dont j'ai déjà parlé, il me semble, dans une autre chronique, donc qui est le tarot des rêves de Gaïa, et un dernier qui n'est pas traduit en français et qui s'appelle, attendez que je retrouve, Seeker Oracle. Donc vous l'aurez si vous cherchez du coup un oracle anglophone, mais du coup en français il n'existe pas malheureusement. Donc chez ces deux-là. Et si je puis me permettre, je vous présente juste un petit peu du coup l'illustratrice, ou du moins son histoire. De ce que j'ai lu, c'était une enfant c'était une enfant normale, mais elle rêvait de pouvoir être illustratrice ou artiste. Sauf que, comme maintenant, hein, il y a beaucoup de parents qui disent que être artiste, ce n'est pas un métier, donc ce n'est pas possible. Ce qui a longtemps qui l'a fait déprimer en fait jusqu'à en tomber en dépression. Après, si c'est pour d'autres choses, je ne sais pas. Peut-être que ça s'est enchaîné, etc. J'en sais rien. Mais à l'âge de 33 ans, elle a décidé de passer le cap, de faire des formations pour devenir illustratrice. Et finalement, elle a décidé enfin d'être illustratrice à son nom. Et du coup, elle a créé du coup, le tarot et l'oracle, les deux oracles que je vous ai présentés. Alors du coup, je vous présente l'oracle du messager que je vous ai montré. Je vais juste vous lire le dos avant de vous expliquer l'édition et du coup le prix. Ensuite, je vous montrerai directement l'intérieur. Alors, donc, l'ordre du messager, retrouver la magie de l'univers. Autrefois, nous pouvions voir et ressentir le divin tout autour de nous. Nous ne faisions qu'un avec la nature et nous étions en harmonie avec les saisons et les cycles de la vie. Nous acceptions et honorions les messages envoyés par Gaïa, notre terre-mère. Donc, vous l'aurez compris, c'est un oracle qui se centre autour de la terre, de Gaïa, des animaux, etc. Donc, moi, j'adore ce tarot. Déjà, par son côté très artistique, je vais vous montrer. Alors déjà, le côté du tarot, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est doré. Ce qui est absolument pas magnifique à mon goût. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Et après, il se retrouve en fait comme ça. Les illustrations sont magnifiques à mon goût. Donc, je vais vous montrer une carte. Voici ce qu'on peut retrouver comme exemple de carte, qui est ici la carte numéro 10, donc intégrer le féminin. En termes d'utilisation, je trouve que il est extrêmement facile à manier et à comprendre, vu qu'en bas de la carte, il y a une petite explication de ce qu'est la carte, et en plus de ça, vous avez du coup un livre explicatif avec 3 façons d'utiliser, si vous le voulez, du coup, le tarot. Donc, il y a... Attendez juste une seconde. Du coup, le guide. Donc là, on utilise une carte, le tirage de l'âme et de l'ombre, et le tirage de l'arbre de Gaïa, où là, on tire une dizaine de cartes. En plus de ça, dans le livre, ils vous disent approximativement comment vous pouvez purifier l'oracle. Et en plus de ça, vous avez à chaque carte, du coup, une explication assez simplifiée qui prend que quelques lignes. Donc c'est assez simple à manier, assez simple à lire, et franchement, je trouve qu'il est accessible pour tous. Voilà. Eh ben merci J'espère. de cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Ah mais carrément. Et est-ce que les cartes, elles ont un axe particulier de travail? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont plus dans le conseil, plus dans la prédiction, plus dans le soin? Alors moi, je dirais plus que c'est dans le conseil.
Comme la plupart que, oracles. que dans le dans, dans, dans la prédiction où en fait comme j'ai dit, dans chaque carte, en fait, par exemple, celle-ci, il y a toujours un petit texte en bas, donc pour signifier ce que veut dire la carte. Et là, par exemple, c'est sans malice. Enfin, c'est assez simple, c'est juste pour conseiller la personne. Enfin, de mon point de vue, c'est juste pour conseiller la personne et puis vous en faites ce que vous voulez après, quoi. Il y a Aka qui dit que les cartes sont très jolies, effectivement, de ce que j'ai vu, elles sont très belles. Elles se Ouais. rapprochent un peu au niveau du graphisme, je trouve, de mon oracle des dragons. Alors je me demande s'il n'y a pas un petit artiste en commun aux deux oracles, mais moi je pourrais pas aller vérifier, il est un peu loin là. Mais Ouais. il faudrait regarder ça après. Il y a Lizou Payne qui demande un petit tirage en live. Peut-être plus tard. Pour l'instant, tu ne te sens pas. Non, bah, je suis un peu timide, on va. Voilà. Mais sinon, je peux vous montrer aussi quelques cartes, bah, du coup, de l'autre tarot, du même artiste, si ça vous va, Oui, moi je veux si bien. ça vous intéresse. Alors, du coup, dans l'autre tarot, il y a juste un petit sac en satin, du coup, que je vais ouvrir et je vais juste vous montrer une première carte. Alors, comme l'autre, du coup, il y a le côté doré et du coup, ça donne ça. Ouh, très Mais belle du coup, aussi. là, en fait, sur les arcanes Majeur, mineur. mineurs, du coup, c'est pas les mêmes que sur un tarot normal. Sur un tarot normal, on est sur bâton, épée. euh, Bâton, épée, coupe et pentacle. Voilà, merci. Et là, on est sur les éléments. Donc, eau, Ah, feu, air et terre. intéressant. Donc, comme je vous ai montré la carte là, bah, de toute façon, je vais vous la remontrer, comme ça, vous aurez une petite idée. Mais en fait, c'est représenté par les triangles. Ah oui, En fait, oui. C'est vrai qu'on le voit un peu mal parce qu'il est tout fin. Donc c'est ça. celui-là, ce serait l'air, si je me souviens bien, ou la terre. C'est la terre. Ah, c'était soit l'un soit l'autre parce que je voyais pas s'il y avait la petite barre. C'est ça. Du coup, voilà. Et c'est super intéressant et super beau. Et bah très très joli oracle. Dans le chat, si vous hésitez entre oracle et tarot, parce que ça se peut, il faut savoir que les tarots sont plus centrés sur la prédiction pure et dure. Enfin, là, je parle en généralisant, hein, c'est pas le cas de tous les tarots. Et les oracles seront plus sur le côté accompagnement et conseil, sachant que évidemment il y a l'oracle de Béline qui accepte à la règle, puisque l'oracle de Béline prédit les choses et ne donne pas forcément de conseils. D'ailleurs, Béline, ne l'achetez pas s'il ne vous appelle pas, c'est un conseil que je vous donne. Ne le faites jamais. Il ne faut pas faire ça. Très mauvaise idée, parce qu'il est très caractériel. Je suis plus oracle que tarot. Bah oui, après ça dépendra de ce que cherche chacun. Moi je sais que j'ai... Il faudrait que je les compte. J'ai un 2 3 tarots. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oracles. Ça fait beaucoup. Ça fait une petite somme, mais du coup aussi je me suis rendu compte en utilisant plusieurs que chacun va avoir sa personnalité et chacun va avoir son axe de travail. Et en fonction des questions et en fonction des gens, je vais pas tirer les mêmes oracles ou tarots pour exactement la même question. Ça dépendra de chacun. Je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi une petite différence entre l'oracle et le tarot. C'est que le tarot, la plupart du temps, il aura des arcanes mineures et majeures. Alors que dans l'oracle, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des cartes. Enfin, il y a un deck de cartes qui est défini en fonction du créateur, mais vous n'avez pas d'arcane mineure, pas d'arcane majeure, c'est juste des cartes avec l'explication en fait. Oui, voilà, c'est ça. Souvent, c'est comme ça. Et puis, en oracle, on peut faire aussi un peu ce qu'on veut dans, euh, dans la manière, dans le concept des cartes. Par exemple, l'oracle que je suis en train de faire et qui va prendre un temps monstre parce que je suis tout seul à le faire, il est divisé en plusieurs familles, un peu comme dans un tarot, mais il n'y a pas de majeur ou de mineur, il y a juste plusieurs axes qui seront plutôt genre un plus sur l'émotionnel, l'autre plus sur le travail, enfin ce genre de choses.
Et quand on crée un oracle, en fait, on est libre de faire comme on veut. Alors que quand on crée un tarot, il faut quand même suivre le pattern de base. Après, on peut le Oui. changer, évidemment, mais voilà. Il y a Aka qui dit « Je trouve que mon oracle de G est un peu trop franc d'ailleurs. » Eh oui, il fait partie des oracles caractériels avec Béline. Mais quand même, Béline, c'est le caractériel... vraiment, c'est le roi des caractériels. Mais il s'en vante beaucoup de ça, donc on peut le dire, sans se faire maudire du coin de l'œil comme ça. Mais ouais, il est très... j'ai entendu parler de l'oracle G et il dit les choses, même s'il est moins caractériel que Béline, il dit... il passe pas par 3 chemins, il y va direct, quoi. C'est pratique. Après, ça dépend de ce qu'on cherche, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? La suite, on va voir l'astromapping avec du coup Margot qui est notre professionnelle de l'astrologie. Hop, je te lance ça et je te laisse le plateau, c'est à toi Margot. À tous, j'espère que vous allez bien. On commence par un sujet assez léger avant d'entrer, ma foi, dans la météo du mois, qui va être, elle, un peu moins légère. Donc, arrêtez tout, ouvrez grand vos oreilles. Voici le bon plan de l'année si vous êtes un amoureux de voyage et d'astrologie. L'astromapping. Cette technique est aussi appelée astrocartographie. Elle a fait un gros boom ces derniers temps dans la sphère étoilée. Vous vous demandez peut-être comment évoluera votre vie amoureuse, quel job est fait pour vous, ou encore comment se porteront vos finances. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question à quel endroit du globe vous allez poser vos valises? Le cosmos peut peut-être vous éclairer. En effet, donc l'astromapping, en fait, c'est un outil qui utilise l'énergie du thème natal et du monde pour trouver une région ou un pays idéal pour vous, tout du moins celui qui fera ressortir le meilleur de vous-même. Donc tout d'abord, il vous suffit de saisir les détails du thème de votre naissance, la date, l'heure, le lieu, et tout ça assez précis, parce que j'entends pas mal de personnes qui me disent « Oui, je suis née vers 21h ». Non, non, ça ne fonctionne pas. Donc il vous faut votre heure précise de naissance pour voir apparaître votre carte d'astromapping. Ça se lit un petit peu différemment d'un thème natal. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous donne des clés pour lire un thème natal, tout du moins pour le comprendre, n'hésitez pas à le mettre dans les petits commentaires, ce sera avec plaisir. Donc, la carte d'astromapping, c'est la réunion de vos maisons angulaires et des aspects planétaires, ainsi que des parents de croisement. Donc, des parents de croisement, en fait, c'est des régions astrologiques de même latitude, trouvées sur un thème d'astrocartographie. Donc, du coup, les régions de croisement, elles sont donc dans ce sens. Ensuite, pour lire votre carte, il vous suffit de partir du symbole situé en haut de votre carte, la Lune, le Soleil, Vénus, et de suivre la ligne parcourant celle-ci. Ainsi, donc, les pays, les régions, les villes traversées seront favorisées pour développer certains domaines. N'hésitez pas d'ailleurs à agrandir le rayon, à utiliser un rayon de 1125 km autour du point trouvé pour pouvoir établir l'endroit qui vibre le plus pour vous. Donc par exemple, si vous suivez la ligne correspondant à votre soleil, qui représente la volonté, l'ego, les objectifs, tous les endroits qui vous se trouvez le long de celle-ci vous feront rayonner, vous feront vibrer, vous permettront de vivre votre meilleure vie. Concernant la lune, elle représente plus les racines, les émotions, la créativité, la famille. Donc ces endroits du globe, ils vous feront vous sentir un petit peu plus à l'aise émotionnellement. Pour Mercure, qui est la planète de la communication et des voyages, ces régions, elles seront plus propices aux relations sociales, professionnelles, à l'intégration dans un groupe. Tandis que les endroits influencés par Vénus, qui est la planète de l'amour et de l'argent, pourraient vous permettre de rencontrer l'amour ou de vivre un peu la Dolce Vita. Quant à Saturne, en revanche, il rend l'atmosphère un peu étouffante. Il impose des démarches administratives et de l'épuration karmique. Donc à vous la vie plutôt bien rangée, hein, on va pas se mentir, c'est pas là que vous allez faire des grandes fiestas. Puis Uranus, et je m'en arrêterai là, qui est la planète de la révolution et de l'éveil, peut indiquer une vie un petit peu
un petit peu roots, un petit peu rebelle, sans forcément de routine. C'est un placement d'ailleurs que j'ai dans mon lieu de résidence actuel. Croyez-moi qu'il sort de l'ordinaire, pour ceux qui savent où j'habite en tout cas. Donc il est à noter également que l'endroit en fait où vous allez poser vos valises peut être influencé par vos dominantes personnelles, d'où la nécessité de connaître un petit peu votre thème natal. Enfin, si vous avez une impression de déjà-vu, quand vous visitez un lieu par exemple, peut-être vous y êtes-vous déjà rendu dans une vie antérieure, donc votre nœud sud peut potentiellement passer sur cet endroit du globe. À l'inverse, si vous avez l'impression d'être au bon endroit au bon moment, alors c'est votre destination. Et là, cette fois-ci, on peut retrouver un chemin du nœud nord. Je fais un tout petit rappel au passage pour les maisons angulaires. Donc, si vous souhaitez, je mettrai également le lien soit sur le compte Instagram, soit je ne sais pas où. Claire s'en occupera. Pour pouvoir en fait calculer votre carte. Donc, vos maisons angulaires, c'est la maison 1, c'est votre identité, votre personnalité, la santé, le mois. La maison 4, c'est la famille, les racines, le foyer. La maison 7, c'est les relations intimes, les partenariats. Et la maison 10, la carrière et la reconnaissance sociale. Donc si vous souhaitez plutôt recharger les batteries et profiter de la plage, regardez les aspects de Vénus, du Soleil ou de Jupiter. Si vous voulez un endroit pour une petite balade romantique, la maison 7 et Vénus par exemple. Pour finir et illustrer mes propos, je prends l'exemple du thème que je connais le mieux, le mien. Donc Pluton passait en Suède à Malmö précisément, là où j'ai une transformation majeure dans mon couple. Donc Pluton était en aspect avec ma maison 7. Je suis partie faire un peu un voyage backpack, sac à dos, tout ça, sur une ligne d'Uranus. Donc comme je vous l'expliquais un petit peu plus haut. Donc là où je vis en Laponie, finlandaise pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'ai mon Mars en fond du ciel, donc comme sur mon thème natal. Donc c'est assez aventureux, du côté de la famille, du foyer, etc. Mais c'est également une partie de mes racines. Je suis sous l'influence d'Uranus, qui est ma dominante. Alors, il n'y a pas de routine, pas spécialement ça, mais plutôt de l'indépendance, une volonté à surpasser. Et en toile de fond, j'ai ma lune et Neptune. Donc Neptune, créativité, sentiment inconditionnel, qui, avec tout cet alliage, en fait, me permet quand même de garder les pieds sur terre. Et Jupiter influe sur mon milieu de ciel, donc ce qui fait un cocktail plutôt sympathique. Sachez quand même que vous n'êtes pas obligé de faire le tour du globe pour vivre toutes ces expériences, et heureusement. Vous pouvez simplement passer de la musique, regarder des images ou des documentaires afin de vous imprégner des lieux. Je tiens à remercier Lisa Stardust pour un article qu'elle a écrit par rapport à l'astromapping, duquel je me suis un petit peu inspirée. Et Caroline Drogo, qui a publié des informations à ce propos dans sa story Instagram et qui m'a fait me souvenir que ce super outil existait. Donc merci à vous deux. C'est tout pour moi. Et voilà, et merci pour cet article, cette chronique très intéressante. J'ai trouvé vraiment vite fait un site pour calculer son astromapping, donc j'ai trouvé ça sur astroseek.com. Donc je l'ai donné, c'est un truc qui calcule automatiquement, bon c'est en anglais mais j'ai pas trouvé de français, après je l'ai fait en vraiment 2 secondes. Donc je l'ai mis dans le chat, après tu pourras nous valider si c'est bien ou pas, et je pense qu'on le republiera sur Instagram, et tu donneras le lien de toi où tu vas pour qu'on le mette sur Instagram. Il y a Elisheva qui se fait attaquer par une mouche. Une guêpe. Ah mince. Et bonjour c'est bon, elle est partie. à Kalou et à Aloris. Bienvenue dans le chat, puisque c'est la première fois que vous parlez dans ce chat. Bienvenue à vous, et on espère que nos chroniques vont vous intéresser. Il dit « Je suis chèvre du point de calendrier chinois », ça veut dire quoi? Alors moi je pense que Margot est plus spécialisée dans l'astrologie occidentale. Ouais, c'est ça. Alors je suis désolée, je ne peux pas te répondre. Je ne sais ce que ça veut dire. Si tu as des questions du côté d'astrologie tropicale, pourquoi pas. Après, ça, c'est pas mon domaine. D'ailleurs, pour les questions, vu que tu en parlais aussi pendant ta chronique, pour les questions, maintenant, nous allons ouvrir une nouvelle chronique qui va s'appeler les questions de la communauté. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit panneau FAQ qui vous envoie directement
sur l'adresse mail et de nous envoyer vos petites questions en précisant bien aussi le pseudo ou si vous voulez rester anonyme, parce que si vous précisez pas anonyme, moi je lirai les pseudos qui seront affichés dans le mail, et du coup nous aurons une chronique complète pour répondre à vos questions en dehors des chroniques. Oui, du coup, voilà, parce que là on parlait d'astromapping, et si on commence tous à dire nos petits thèmes astro en mode je suis poisson, ascendant scorpion, machin, Margot elle va plus s'en sortir. Je pense qu'on pourrait même faire une question de la communauté spéciale astrologie quand on aura assez de questions par rapport à ça. Mais pour l'instant, ce sera la chronique faite pour ça, et en fonction du nombre de questions qu'on aura et des thèmes, on améliorera ce genre de chronique. Donc je suis pas sûr d'avoir tout saisi à l'astromapping, je suis senti un peu paumé avec les planètes et les maisons. Ouais, c'est pas super facile, et surtout, c'est pour ça que je parlais un peu du thème natal, parce qu'en fait, il faut avoir certaines notions d'abord en astrologie, en tout cas pour moi, pour pouvoir élire une carte d'astromapping. Donc, je pourrais, enfin, quand on publiera le post Instagram, remettre, si ça intéresse quelqu'un, des courtes notions vraiment pour essayer de l'interpréter, parce qu'effectivement, il faut connaître son thème natal d'abord, avant de pouvoir se lancer dans des petites explications d'astromapping. D'ailleurs, si vous avez personne dans votre entourage qui sait lire les thèmes natals, moi j'ai une application qui fait un peu le taf. Bon, après c'est pas ultra poussé, mais au moins ça fait ce qu'il faut que ça fasse pour un débutant. Ça s'appelle Up Astrologie, donc qui est à peu près comme ça, je sais pas si vous le voyez bien. Et le petit logo sur Android du moins, c'est une lune avec à côté le symbole du soleil, donc c'est un point dans un cercle. Et sur Up Astro, vous avez tout votre graphique natal. Alors les explications sont très courtes, donc c'est pas complet, mais au moins vous avez toutes les descriptions des maisons, des planètes, et du coup vous pouvez peut-être aussi l'utiliser pour lire de l'astromapping, sachant qu'à chaque fois il dit le soleil représente ta 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 ta, et du coup je pense que ça peut aussi pas mal aider pour ceux qui ont du mal et qui connaissent pas sur le bout des doigts. Ouais, carrément. Je connais pas cette application, mais c'est intéressant. Je vais aller y jeter un coup d'œil juste après l'émission. Je ne connaissais pas ça, mais pourquoi pas? Sinon, après, sur Internet, Oui. sur Astrothème notamment, il y a pas mal de choses. Il y en a à prendre, il y en a à laisser, mais ça peut donner des petites clés aussi d'interprétation. Ah, comme de partout. Et Yaka qui dit je l'ai mise, je l'ai, mais elle bug un peu sur mon tel. Aïe aïe aïe, si Up Astro tourne pas sur ton tel, c'est un peu problématique. Je pense qu'il faut que tu changes de téléphone ou que tu le rafraîchisses un petit peu. Mais parce que c'est assez simple. Ou peut-être qu'il supporte pas la version d'Android ou une connerie aussi dans le genre. Après, moi je suis pas informaticien. Mais bon. Après, quand ça commence à laguer, c'est que c'est un peu la fin de vie. Je sais pas depuis combien de temps tu l'as, mais ça pue un peu. Vous en pensez quoi du conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'en ce moment, la Russie a le soleil de son côté? Que dit Kalou? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as des informations par rapport à ça, Margot? Ah ouais, donc ici, on fait de l'astropolitique aussi. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, hein. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est une bonne question. La Russie, elle a le soleil de son côté, oui. Après, ça veut pas dire pour moi grand-chose. Il faut prendre quand même le contexte international qui en ce moment est assez tendu. Je vais en parler juste après. Donc, pour moi, ça veut pas spécialement dire grand-chose. Par rapport à ça, je pense qu'il faut surtout prendre en compte le contexte international, et puis aussi la carte de chaque pays, puisque oui, chaque pays a une carte astrale, un thème astral. Donc pour moi, il faut prendre en compte tout ce genre de choses, superposer le thème astral d'un pays à la carte en fait du moment, au thème du moment. Donc pour moi, c'est un peu touchy d'y répondre comme ça sans avoir vraiment regarder ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le ciel, en tout cas, c'est assez électrique. Donc, c'est pour moi pas des choses qui vont s'arranger, en tout cas pas au mois d'août. Et bah sur ces bons mots, je vais lancer la petite transition, et du coup, je vais te laisser présenter ta petite météo astro puisqu'on a commencé. C'est clair. Il y a juste Aloris qui dit, en plus il y a plu hier soir en Russie, moi je dis que ça sent pas bon pour eux. Bon, ça génère rien.
Rien de déterminant la pluie, hein. Moi je m'appelais sorcier de la pluie à l'époque, mais quand même. Alors je te laisse présenter ta petite chronique, ta petite météo astro et on répond à Izyanagi juste après. Vas-y. Ça marche. Donc c'est le retour de la météo astro, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ce mois-ci, avec un climat on ne peut plus électrique. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment vous, chroniqueurs et chroniqueuses, vous avez vécu votre mois de juillet. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Vas-y, je vous laisse répondre en première. Moi, ça a été horrible. J'ai eu quelques accidents. Mais bon, à part quelques accidents, ça va. Mais voilà. Tout s'est pas passé comme prévu, quoi. Pour moi, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, mais rien qui s'est mal passé non plus. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout qui fait boule de neige qui se prévoit autour de moi, qui bouge, ça bouge dans tous les sens. Moi, petit bélier qui n'aime pas le changement, donc on peut dire que c'était pas un été appréciable, mais c'était pas un été négatif non plus. Donc ça va. Bah moi j'ai travaillé et j'ai fait 2 semaines de travail en Haute-Alpes et après je suis allé en Ardèche pour 1 semaine de vacances, donc j'ai retrouvé la nature et c'était très appréciable. Donc à part le fait que j'ai encore travaillé avec des enfants alors que j'ai envie de m'éloigner des enfants, mais apparemment il n'y a que comme ça que je peux travailler en ce moment. Ça va, ça s'est bien passé. Ok, donc c'est vrai que je vais résumer un petit peu pour le mois de juillet tout ce que vous venez de dire. En fait, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu également certaines prises de conscience. Il y a eu des côtés, comme tout le temps, positifs et plutôt négatifs aussi pour certains. Mais qui dit prise de conscience le mois dernier, dit début des changements à mettre en place ce mois-ci. Donc premièrement, et pas des moindres, comment commencer le mois sans parler de cette fameuse conjonction Mars-Uranus nœud nord en taureau, superbe, parfaite le 2 août, donc il sera possible d'en ressentir les effets et l'influence jusqu'au 19. On a commencé à ressentir l'influence à partir du 15 juillet. Le climat, il peut être électrique, tendu, chaud et sec, bonjour les incendies. L'impulsivité, elle peut être de mise également, pour le meilleur comme pour le pire. Quelques disputes aussi, des maladresses, des envies de changement radicales peuvent survenir. Et cet aspect, il est à noter aussi qu'il est en conjonction avec le nœud nord. Donc ça marque vraiment la volonté de chacun de mettre en place de manière définitive des changements puissants et en accord avec leur destinée dans un secteur de vie choisi, donc celui qui sera plutôt influencé par la conjonction. C'est pas spécialement quelque chose de négatif. Pour les signes fixes comme le lion, le scorpion, le taureau ou le verseau, ça peut être des moments qui sont assez challengeants à passer, tandis que pour les autres signes, ça peut être peut-être un peu plus facilement vécu. Exemple personnel, le lendemain de la conjonction parfaite, j'ai radicalement changé mes cheveux. Donc j'ai été capable de prendre cette décision un peu sur un coup de tête. Donc c'est vraiment ce que vient apporter cette conjonction Uranus-Mars, dans le sens où ça apporte une envie de changement qui est très radicale. Je suis balance, il est à noter effectivement, donc pour moi les choses sur un coup de tête c'est pas trop mon domaine. Donc voilà, après ce gros point, cette grosse tendance météo, on va passer vraiment au transit. Mercure a transité en Vierge, en domicile, donc début du mois il me semble, il transitera en Balance fin du mois. Donc on passe d'une communication qui est assez analytique, assez critique, avec un peu d'anxiété, à une communication qui est plus douce, qui est plus harmonieuse. Faut savoir que Mercure est assez organisé quand il est en Vierge notamment, puisque Mercure parle en Gémeaux et écrit en Vierge. Donc il a besoin de se sentir assez utile pour exister, de contractualiser les choses, de se focaliser sur le travail. Il transgresse pas les règles. Donc le Mercure en Vierge, c'est quelqu'un, c'est quand on a une position de Mercure en Vierge, c'est quelqu'un d'assez droit. Il apporte aussi un énorme soutien à ceux qui sont désireux de progresser. Donc c'est une très belle position et c'est notamment pour ça que la rentrée est en septembre. Notamment fin août, début septembre. En Balance, il est un peu plus charmeur,
il est plus doux, il cherche la médiation, l'équilibre relationnel, les négociations, le conseil. Donc, si vous avez ce genre de situation avec Mercure qui transitera en Balance, ça pourrait être un petit peu favorisé. Petit zoom à présent sur l'amour. Vénus a transité en Lion il y a 3 jours et c'est caliente, hein. Amour, passion, démonstration, focalisation sur la vie amoureuse, générosité, créativité. Par contre, attention à pas être trop jaloux, possessif, dépensier et bien théâtral. Personnellement, c'est une position que j'adore, donc voilà. C'est pour ça que je la mets un peu en avant, mais je la trouve très vibrante. Entre-temps, on peut faire un petit tour du côté des planètes collectives qui activeront toutes dès la fin du mois le mode rétrograde. Je vous en ferai une chronique d'ailleurs sur cette rétrograde, j'ai encore le temps. La première s'arrête fin octobre, donc il me reste plusieurs émissions pour vous expliquer ce qu'est la rétrograde. Enfin, il me semble nécessaire de faire un point sur la pleine lune en Verseau qui a eu lieu il y a 2 jours. Que dire pour embellir ce mois d'août? Je ne sais pas. Non, je rigole. La Lune, elle est quand même challengée par contre de toutes parts. Conjointe à Saturne, en carré au tandem explosif Uranus-Mars. Uranus, planète du Verseau, planète dans laquelle la Lune a lieu. Opposition au Soleil. Ça fait quand même beaucoup pour un seul astre, hein, on va pas se mentir. Donc il sera important de lâcher, surtout de prendre des décisions. Vous pouvez encore le faire maintenant parce que c'est une super lune, donc son influence est assez longue. Donc de lâcher, de prendre des décisions, de laisser derrière soi des schémas de pensée pour être en accord avec ce qui fait sens à votre cœur. Le signe du lion, c'est le cœur. Donc voilà, on écoute ce qui vibre à l'intérieur. Ça pourra se faire par contre un peu de manière rebelle. Attention à ne pas manquer d'empathie, ni d'agir de manière très impulsive. Des possibles frustrations aussi entre le fait de garder en soi et la volonté d'exprimer. Mais cette conjonction à Saturne nous demande d'agir en tant qu'adulte, de prendre ses responsabilités. Il peut y avoir des tensions aussi entre la pudeur, l'indépendance et la volonté d'être admiré, entre le Verseau et le Lion. Et il y a une espèce de statu quo en fait qui englobe tout ça, qu'il faut bouger, qu'il faut éclater. Donc ça fait quand même pas mal de travail pour une même pleine lune. Sachant qu'il y a dans le même temps une opposition Vénus-Pluton. Donc ça nous invite un peu à faire attention sur le plan affectif et une opposition Pluton-Lilith. Donc c'est assez difficile, on va être amené à suivre notre destinée, poussé par une force profonde, mais ça va peut-être pas forcément nous correspondre parce que ça peut être un peu déroutant. Donc voilà, c'est une pleine lune qui peut être assez inconfortable pour certains en tout cas. Il y a des changements à la clé, c'est sûr, ça peut mettre du temps à se mettre en place. Ils peuvent parfois faire peur aussi, même ceux positifs. Mais le conseil que je peux donner, c'est si tu brûles d'envie de te lancer, écoute ton cœur, ce qui te fait vibrer et prends tes responsabilités. N'oublie pas qu'après la pluie, vient le beau temps. C'est remuant pour la dernière super lune de l'année, non? Je passe sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Le transit de Mars en Gémeaux le 21 août. Expliquez le mois prochain parce que j'ai pas envie d'écrire un roman pour cette chronique. Mais avant, on va faire preuve d'un petit peu de patience quand même. Pas d'impulsivité. Les changements arriveront possiblement mi-octobre, même si certains peuvent se mettre en place directement. Donc dans le climat actuel, les limites ont volé en éclats. Une claque céleste arrive. Vous devez aller de l'avant en faisant preuve de réflexion, de patience et d'analyse. C'est un peu un avis de tempête, hein. Mais restez bien accrochés comme Elisa l'a dit. Elle est au cœur du cyclone et tout bouge autour d'elle mais elle ne bouge pas. Donc c'est une très belle métaphore pour notre pleine lune. Et comme fin août est synonyme de rentrée, le soleil transite en Vierge le 23 août. Sortez vos cahiers, vos agendas, vos lunettes et on est reparti. La Vierge, c'est quand même la maîtresse de la to-do list. Organisation, travail, perfectionnisme, santé, quotidien, routine. On a le starter pack pour bien redémarrer une année scolaire.
Et on va finir quand même sur une note assez positive, et donc je suis assez contente. Pour la nouvelle lune en Vierge et la météo de septembre, nous aurons le plaisir de collaborer avec l'autrice et astrologue Shana Lies et créatrice du podcast Astrolia. C'est également ma formatrice. Ça a été ma formatrice astro, et c'est toujours quelqu'un avec qui je suis en relation. Donc elle nous fera l'honneur le mois prochain de nous proposer un petit code promo sur sa formation. Donc rendez-vous le mois prochain pour une spéciale avec Shana. Sur ce, croquez la vie à pleines dents et levez parfois les yeux au ciel. Au mois prochain. Et merci beaucoup pour cette météo très détaillée. Et d'ailleurs, du coup, on rebondit sur la question de Izyanagi qui posait comme question quelles sont les différences entre astrologie sidérale et tropicale. Peut-être que ça, tu en feras une chronique, mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était la deuxième partie de la question. Est-ce que ce n'est que de l'effet Barnum ou est-ce qu'il y a un fond de vrai? Et je te laisse répondre. Alors, oui, je pourrais en faire une chronique, effectivement. C'est assez intéressant. Moi, j'utilise l'astrologie tropicale, donc ça pourrait être intéressant, effectivement, d'en faire une chronique. Est-ce qu'il y a un fond de vrai? Est-ce que c'est l'effet Barnum? Super comme question. Eh bien, écoute, je pense que c'est à toi d'en juger. Il y a un fond de vrai pour moi, oui. Après, je pense que c'est libre à chacun d'en décider. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. Il y a un fond de vrai. Libre à toi de choisir si oui ou non il y a un fond de vrai. C'était une réponse parfaite selon moi. Et aussi, je vais répondre vite fait à Kalou qui demande comment pouvons-nous être avec vous pour y participer. Pour l'instant, c'est un peu complexe parce que la seule manière que j'ai trouvée pour avoir les caméras de tous mes compagnons et compagnonnes, c'est d'être sur Discord. Donc le problème, c'est que si on vous invite aussi sur Discord, ça va décaler toutes les caméras parce qu'en fait, à part la mienne, toutes les autres caméras sont captées sur Discord. Donc par exemple, imaginons, je vais dans le vocal discussion, enfin dans le truc discussion, hop, ça vous décale tout. Donc il suffit que je clique ailleurs sur Discord pour qu'on ne voit plus du tout les caméras, tout est rogné au millimètre, enfin du coup pixel près. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué, il faudrait qu'on trouve une méthode annexe pour vous avoir avec nous en vocal, mais pour l'instant on n'y a pas réfléchi, on n'a pas mis ça en place, donc désolé, mais pour l'instant ce n'est pas trop possible. Sauf s'ils veulent nous joindre en qualité de chroniqueur. Oui, voilà, si vous voulez poser vos questions, encore une fois, vous pouvez cliquer sur le panneau FAQ qui vous envoie vers l'adresse mail de l'émission en général. Aka qui dit « Faut vraiment que je commence à m'intéresser à l'astrologie. » Ah, il y a Kalou aussi qui a posé une question intéressante et que je me posais aussi parce que je n'ai pas la réponse à ça. C'est est-ce que c'est vrai que les signes astro vont changer? C'est une bonne question. Parce qu'il y en a qui disent que déjà il y avait un débat sur un nouveau signe qui serait le signe du serpentaire. Le serpentaire. Ouais, donc là on est d'accord, c'est un nom. Il n'y a pas de débat, c'est un nom catégorique. Voilà, moi j'étais plutôt non, mais vu que j'étais pas spécialiste, je me disais bon, je vais pas trop en parler quand même. Mais ouais, il y a aussi d'autres théories comme quoi ça va bouger, que du coup on sera plus. Enfin, les gens, par exemple, moi qui suis né le 27 février, qui suis poisson, genre les prochains qui seraient nés le 27 février, ce serait décalé ou ce genre de choses en fait. C'est un exemple comme ça, mais. Ok, j'avais pas spécialement entendu parler de ça. Le serpentaire, j'en avais évidemment entendu parler. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Shana Lies qui en a. Elle a fait un petit post sur le serpentaire et d'expliquer pourquoi elle aussi, elle est de cette école, que le serpentaire n'est pas un signe astrologique. Après, est-ce qu'ils vont changer? Je ne sais pas. Après, c'est sûr que chaque année, il y a des petits. Ça décale de 1 ou 2 jours par rapport au signe astro. Donc, si vous êtes né, je ne sais pas, moi par exemple le 21 septembre, ben voilà, ça va, ça peut un petit peu être décalé. Après, je n'ai pas entendu spécialement que les signes astro allaient changer, donc sinon je m'adapterai. Je pense que c'est la meilleure réponse. Et il y a Aloris qui dit « Elisa, tu en penses quoi ?» Alors, j'en pense quoi de quoi? Déjà, ça pourrait m'aider.
Si c'est par rapport au décalage des signes astro, je fais confiance à Margot les yeux fermés sur tout ça. Parce que je m'y intéresse plus en tant qu'amateur et elle a le don de m'éclairer avec ses petites étoiles quand j'ai des doutes ou même tout simplement la dernière fois j'étais un peu en mode sceptique, je me suis dit bah, est-ce que l'astrologie justement, est-ce que c'est l'effet Barnum, est-ce que moi je me cale sur ce que je vois, est-ce que ce que je vois se cale sur moi, je ne sais pas. Et Margot m'a fait ma régression, non comment, ma révolution solaire de l'année passée et elle a pu déterminer au jour près ce qui s'était passé dans ma vie professionnelle, puisqu'on avait ciblé un seul axe. Donc pour l'instant, moi, Margot, je lui fais confiance à 100% sur le sujet, il n'y a pas de souci. Ça me touche beaucoup, merci. Il y a Ka qui dit quoi qu'il arrive, je reste balance. Super, team balance. Team poisson ici, SO les poissons. Elisheva est spécialisée dans quoi, pose Kalou? Dans rien. Je suis pas spécialiste dans un domaine particulier. Moi, je touche un petit peu à tout. J'ai fait un exercice, pas du tout. J'ai fait une formation en Reiki. J'ai le premier thème, en sachant qu'il y en a 4 ou 5, il me semble. J'ai pas fait le 2 parce qu'après, soit j'avais pas le budget, soit j'étais pas directement en ville. Donc j'ai fait le premier, donc j'ai quelques notions en Reiki. J'ai plusieurs livres. J'ai une notion dans les plantes et dans la médecine à la maison, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc je dirais que si vraiment fallait choisir une spécialité, je dirais que pour ma part, ça serait tout ce qui est naturopathie, phytothérapie. Voilà. Et il y a Aka aussi qui demande est-ce que vous avez un Discord. Alors pour l'instant, le Discord qu'on a est réservé à l'utilisation entre chroniqueurs. Je pense qu'il va bientôt changer parce qu'on a bien mis en place tout ce qui est design, donc on n'aura plus besoin de tous les channels pour le design en général. Peut-être qu'on l'ouvrira au public, sachant que les Discords ésotériques, ça prend pas beaucoup d'ampleur en ce moment, donc je pense qu'on va sûrement rester fermé. Mais en tout cas, on reste ouvert aux questions sur Instagram ou par mail. Mais notre Discord, je pense qu'on va le laisser juste pour nous entre chroniqueurs parce qu'on en a besoin, j'allais dire professionnellement parlant, mais c'est pas forcément notre profession. Donc on va dire logistiquement parlant. Mais voilà, on peut communiquer bien sûr sur d'autres plateformes, ça il n'y a pas de problème. Du coup, on est déjà en live depuis 1h22. Ça fait long. Bah après, à chaque fois, on fait entre 1h et 1h30 d'émission. À chaque fois, on se dit ouais, ça va faire moins d'1 heure, mais non, pas du tout. Donc je vous invite dans notre dernière chronique qui, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont nouveaux ici, s'appelle Question pas si con, qui est d'habitude présenté par Chimine, déjà écrit par Chimine, qui est un chroniqueur que vous ne voyez pas actuellement parce qu'il n'est pas là, mais qui est présenté par moi aujourd'hui. Donc pour le principe du Question pas si con, c'est un quiz, vous pouvez y participer, c'est un quiz un peu humoristique, vous le verrez très vite avec les questions. Et le but, c'est d'avoir le plus de points possible, évidemment. Donc, commençons ce question pas si con qui est sur le thème des créatures mythiques cette semaine. Alors, je vais cacher ma souris. Hop, voilà. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Donc, le but, avoir un maximum de bonnes réponses. Que la win pour moi, qui dit Loris. Alors, je vais bien vous lire parce qu'il y a ma caméra qui cache un petit peu, mais je pense que je vais la bouger. Alors, attendez. On va bouger tout ça. Où suis-je? Hop. Hop, hop. Si je me mets ici, normalement, je devrais rien vous cacher. Voilà, je me suis téléporté. Allez. Ou peut-être que je vous cacherai des parties de questions. Enfin, on verra bien. Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. Et voilà, je vous cache le truc. Alors, je vais me mettre plutôt ici. Je pense que là, je serai bien. Alors... quelle est la créature qui est au centre du labyrinthe dans la mythologie grecque? Est-ce petit 1, un gâteau au chocolat? Petit 2, le Loch Ness? Petit 3, le Minotaure? Ben moi, je comprendrais que ce soit du chocolat pour rentrer dans un labyrinthe.
C'est vrai que du chocolat, là, ça... Ça vaudrait le coup d'aller se perdre. Bah moi, il y a un Minotaure, j'y vais pas. Il y a du chocolat, j'y vais. Hein. Exactement. Calo qui dit la 3, Loris qui dit la 3. Mais qu'est-ce qu'ils sont doués dans le chat. Ah là là là, que des tryharders dans le chat et tryhardeuses, évidemment. Je crois que c'est à 3, mais je suis pas sûr qu'il y a qu'à. Le Minotaure, logique. Alors, pour la réponse... C'est bien la réponse 3, même si un bon gâteau aurait fait plaisir. Voilà, à chaque fois on est connecté avec Chimine. Et par contre, je n'arrive pas à bien placer ma caméra. À chaque fois, je cache un truc. Alors, Sinon, faut se mettre devant les bougies. mais là, c'est ce que je suis en train de calculer. Si je me mets là, je devrais pas emmerder le monde. Le Minotaure qui mange du gâteau avec Nessie. Exactement, Isianagami. T'as tout compris. Ensuite, prochaine question. Question 2. À quoi ressemblent les séraphins? Petit 1 à ça, parce que ce sont des images, donc à ça. Donc chroniqueuse, il faut que vous regardiez le live, parce que sinon vous êtes mal barré. Petit 2 à ça. Petit 3 à ça. Bah, un peu des trois, je pense. Bah, je crois... Si on Je suis un peu sent- déçue qu'il ait pas mis genre des petits anges en couche-culotte quand même. Ouais. J'avoue. La 2 qui dit Kalou. Pourquoi pas. La 3 pour Aloris. C'est Séraphine de League of Legends d'ailleurs. Je ne donne pas d'indice. Moi je sais. Moi je sais. Et me semble-t-il, Aka qui dit la 2. Me semble-t-il que c'est la 1. Nous allons voir ça tout de suite ensemble. Et c'est la 1. Voilà, pour expliquer, vu que je ne suis pas là, la 2 c'est Seraphina du webtoon Unordinary, que je recommande grandement. Et la 3 c'est Séraphine dans le jeu League of Legends, donc c'est ce que j'ai dit. 1 mais 3 quand t'es bourré. Et oui, c'est la 1 en fait. Alors je reviens un petit peu en arrière. En fait, cette représentation là, la 1, c'est la représentation exacte biblique des séraphins. Voilà, parce que nous on les a enjolivés et tout ça, mais normalement c'est ces machins là. Hein. J'ai pas une connaissance de fou encore, mais t'inquiète, c'est question pas si con, hein, c'est pas question pour un champion. Question 3, quelle créature mythique est blessée par Ulysse, surnommée personne? Petit 1, un cyclope. Petit 2, un cyclope. Petit 3, cychope. Chimine, j'en peux plus. Il augmente la difficulté à chaque question, dis donc. Oui. Il faut bien savoir comment ça s'écrit, hein. Attention, attention. N'ayez pas peur, Kijaka. 1 facile, Kalou qui dit 4. Là, on a un génie. Un ou une génie, je ne sais pas, mais un génie. Là, on a un truc. Quelqu'un qui le connaît bien, en tout cas, parce que ce serait possible en plus. Ah oui. Aka qui dit la 1, je décide de répondre sérieusement maintenant. Ah, c'est bien, tu continues à marquer des points. Enfin, tu commences à marquer des points. Ah mais je te jure, j'ai commencé à lire la réponse 2 et j'ai commencé à rire. Une génie. Voilà, comme ça nous ne mégenrons pas les personnes. Attention, réponse. Et c'est évidemment la réponse 1. Bien joué à vous dans le chat. Vous êtes des génies. Genrez comme vous voulez. Question 4. Ah, je suis allé un peu vite. Quelles sont les créatures mythiques qui embarquent ombrage dans les films et livres Harry Potter? 1. Des centaures. 2. Des ceintures. 3. La réponse 3. Elle est bien la réponse 3 quand même. Hein. Ouais, et là, j'aurais pu me redécaler sur le côté finalement en fait. Un tac tac. Je me redécale. C'est compliqué. Qui dit fleur du nuage. Bah moi je pense. Après je sais pas vous. Hein, mais je pense que c'est la réponse 1. Mais je suis pas sûr. Attention. Pour l'instant on a des centaures. Suspense. Attention la réponse. Réponse c'est la 1. La 2 c'était pour mettre autour de son cou. Évidemment. Prochaine question, question 5. Quelles sont les créatures mythiques qui donnent de l'inspiration? Petit 1, les léprechaunes. Petit 2, les muses. Petit 3, les elfes. Attention, petite astuce, on en a parlé le mois prochain, le mois dernier, pardon. On en a parlé le mois prochain, on a fait un bout. Oui, ça va, c'est l'heure de l'apéro là, plus des émissions. Aka qui dit les muses of course. Ouais, j'ai le début de la chanson de Hercule qui me vient à la tête là.
Exactement. Qui dit mieux? Et en vrai, ça c'est mon petit esprit de celte qui parle, mais les léprechaune et les elfes, ça peut donner l'inspiration, c'est sûr, mais par rapport à leurs attributs. C'est du Ouais, c'est futur ça, c'est du imparfait. futur imparfait. Exactement. Alors, réponse, roulement de tambour. Ce sont les muses, évidemment. Les léprechaunes, ce sont des nains mais riches. Question 6. Pourquoi la statue du sphinx n'a pas de nez? Les muses, mais les léprechaunes et les elfes aussi. Voilà, on est d'accord, Izyanagi. Par contre, Izyanagi, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus de délais que les autres. Donc, question 6, je rappelle, pourquoi la statue du sphinx n'a pas de nez? 1. Parce que quelqu'un s'est approché, a mis son pouce entre son index et son majeur et lui a volé. Fleur de Nuage qui dit c'est à cause de Félix. Petit 2. Parce que les croyances de l'époque, casser le nez des statues permettrait d'empêcher les esprits d'interagir avec les gens sur Terre. Et je ne sais pas s'il y a un petit 3, alors je vais aller très vite. Oui, petit 3, la réponse 2. Et voilà, encore une fois, je suis au milieu, je me redécale. Voilà. Moi, je suis sûre que c'est une histoire avec Voldemort qui a fait quelque chose. Voldemort, il était jaloux. Il a voulu lui piquer son nez, ça n'a pas marché. J'en ai aucune idée. Il était peut-être un petit peu gros pour lui quand même. Hein. Oui. Alors moi, je dirais du coup, de façon sérieuse, la 2 et la 3. Même si la 1 est beaucoup trop drôle. Attention, Izyanagi a répondu, donc j'imagine que tout le monde a eu le temps. Et c'est évidemment les réponses 2 et 3. On ne lui a pas volé son nez à la façon d'un enfant. La 3, même si la 2 semble très juste. Fleur de Nuage, t'as mal lu. Ah. Question 7. Vrai ou faux? Cthulhu est une divinité provenant de l'auteur Tolkien. Et là, je peux me redéplacer. Mais en fait, le seul endroit où je me dérange pas, c'est là. Alors, je vais me décaler un petit peu. Quel dommage. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est Tolkien? Tintin, 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 tintin. Il y a Aka qui dit non, donc faux. Tintin, 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 tintin. Moi, je dis faux, mais je sais plus le nom de l'auteur. Fleur de Nuage qui dit faux aussi. Ta, 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 ta. On a un maximum de faux et la vraie réponse est faux, évidemment. C'est Lovecraftienne, donc ça vient de Lovecraft. Lovecraft, c'est pas facile à dire. Question 8. Quel âge a la première attaque de la bête du Gévaudan? Petit 1, 2022 ans. Petit 2, 334,15 ans. Petit 3, 258 ans. Et c'est pas facile ça. Moi, je dirais 258. Ouais, moi aussi. Je dirais 258 aussi parce que la 2 me semble un peu tirée par les cheveux et la 1, ça me paraît très bizarre que notre calendrier soit axé là-dessus alors que notre calendrier est ultra chrétien. Et ok, l'histoire a été un peu malmenée, mais je suis pas sûre que Jésus ait été au temps de la bête du Gévaudan. Et si c'était Jésus la bête du Gévaudan? Et si c'était Jésus la bête Ah, c'était trop précis la 2. Ouais, la 2 c'est trop précis, mais autant c'est la 2. Là, je suis mindfuck. Bon, moi je dis la 3. Attention, roulement de tambour parce que celle-là elle est compliquée. Réponse, il y a 2022 ans, c'était normalement Jésus qui a dû naître, mais rien n'est moins sûr, mis à part que la bonne réponse c'est la 3. Voilà. On est vraiment beaucoup trop connectés avec lui. Oui, voilà, Chine, on te connaît trop bien si tu regardes ça en live ou sur YouTube. On te connaît trop maintenant. On est liés. Tu nous auras plus. Il va falloir inventer de nouveaux stratagèmes. Et du coup, c'est la fin de ce question pas si con. Alors, quel est votre score? Dites-le nous dans le chat. Et il y a le petit bisou normalement qui apparaît, mais pile, putain, en dessous de moi. Voilà, vous avez le petit bisou. Ah, moi j'adore toujours le moment question pas si con. Voilà, c'était le question pas si con. Finalement, j'ai répondu sérieusement à une seule question qui dit AK. 8, bravo Izyanagi, 8 sur 8. Ah, il y a Margot qui est partie. Alors, Margot, je vais lui mettre son petit fantôme.
Voilà, il y a Margot qui devait partir parce qu'elle a un dîner de famille en même temps. Donc du coup là elle a mis un petit chiffon sur sa cam parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, s'il y a une cam qui s'éteint, il y a tout qui se décale. Donc du coup elle a mis juste un chiffon et moi je mets un petit fantôme. Voilà. Donc 7 sur 8 de AK. Ouais, c'est déjà pas mal 7 sur 8. Titon. Hop. Hop hop hop. En tout cas on espère que ça vous a amusé parce que c'est aussi le but du question pas si con. C'est d'apprendre des choses tout en rigolant, un peu avec Hippo Quiz, mais en beaucoup moins sérieux. Donc sur ce, question pas si con se termine notre émission. À partir du mois prochain, on revient tous les premiers dimanches du mois. Donc la prochaine émission, ce sera le 4 septembre, le dimanche 4 septembre, en espérant vous voir nombreux. Et à partir de cette émission-là, si on a reçu des questions, évidemment, sinon nous ne le ferons pas, nous ouvrons officiellement la chronique des questions de la commu. On fera de la communication par rapport à ça sur Instagram. Oui, voilà, pour les questions de la FAQ. En dessous du stream, tu as des petits panneaux. Et il y a un panneau où c'est écrit FAQ. Quand tu cliques dessus, ça t'envoie directement sur l'email de l'émission. Et du coup, tu peux envoyer la question que tu as envie de poser à cette adresse-là. Donc en dessous du panneau, il y a bien précisé quelques petites choses, notamment de mettre en sujet de votre mail question de la commu. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais au moins nous, moi, ça me permet de chercher moins longtemps. Et de bien préciser si vous voulez rester anonyme ou pas. Parce qu'il y en a qui sont pas Alors, outsourcés. je sais pas si je suis une grosse noob de Twitch, mais je le vois pas en tout cas moi sur le live. Est-ce que tu es sur téléphone? Oui. Eh bien, c'est peut-être ça. D'accord. Attendez, je vais vous trouver ça sur téléphone, parce que moi aussi je l'ai sur téléphone. Alors, imaginons, je clique là-dessus. Non, par contre, je ne veux pas m'auto-entendre, merci, tu es très sympathique, mais non. Comment on voit les panneaux? Chat uniquement, détacher le lecteur, audio, afficher. Il n'y a pas, effectivement, vous n'avez pas les panneaux sur téléphone. Donc, du coup, je vais vous mettre... non, Margot n'est plus là. Margot a dû partir parce qu'elle a un dîner de famille. Mais du coup, je vais vous mettre FAQ. Question de la commu. En plus, ça rime. Je vous mets l'adresse directement dans le chat. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse mail de l'émission dans laquelle vous pouvez envoyer vos questions. Elle a un Snap pour la contacter. Alors vu qu'elle n'est pas là, alors moi je ne sais pas déjà si elle a Snap. Et vu qu'elle n'est pas là, on ne le donnera pas sans son autorisation, évidemment. Si tu veux poser des questions sur l'astrologie, n'hésite pas à nous contacter du coup sur le lien, enfin sur l'adresse que j'ai envoyée juste avant. Comme ça, à la prochaine émission, elle pourra y répondre parce qu'elle est là à toutes les émissions. C'est que là, elle avait un repas de famille. Et on n'hésite pas aussi à poser la question de si elle fait des consultes privées. Je crois qu'elle en fait. Elle a un Insta, Margot, je crois. Je sais pas si elle a déjà un Insta juste pro, mais n'hésitez pas à écrire par l'adresse mail et puis on lui transmettra. Oui, voilà, on lui transmettra et si elle a de quoi la contacter en dehors de l'émission, évidemment, on vous donnera avec son autorisation. Ah merde, elle était si intéressante. Oui, elle en connaît beaucoup des choses. Mais elle a un Snap, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, à voir avec elle. Donc, n'hésitez pas à poser cette question en mail. Et si c'est trop précis comme ça, enfin, si c'est très précis, on vous répondra individuellement. Si c'est très général, on répondra en live. Sachant que les questions individuelles, on va pas répondre à 10 à la semaine. Donc, essayez d'être général pour qu'on puisse poser la question en live. Mais voilà, c'est une possibilité et c'est une nouvelle chronique qui va bientôt s'ouvrir. Donc on espère que cette émission vous aura plu, que les nouveaux designs vous plaisent aussi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires sur YouTube ou même dans le chat. Le prochain live, c'est quand? C'est le 4. dimanche 4. Voilà. Le 4 septembre, c'est toujours à 17h. C'est toujours un dimanche. Normalement, c'est toujours les premiers dimanches du mois, mais des fois, on décale comme ce mois-ci.
Oui, mais si tu n'es pas là, tu peux quand même poser ta question et regarder la rediffusion. Les rediffusions sont disponibles sur le YouTube de l'émission. Voilà, c'est la magie aussi que ça s'appelle. Je vais prendre ma journée de congé qui dit Calou. Et bah, ce sera avec ravissement que nous vous relirons le 4 septembre. Et du coup, on vous dit à une prochaine. On va passer en post-stream et n'hésitez pas du coup à aller poser vos questions. Et gros bisous. Au revoir à tous. Merci d'avoir été là. Bonne soirée! Au revoir et bonne soirée.